Alors j'en ai parlé souvent, il ne s'agit pas de faire de l'histoire littéraire ou dire que nous, le littéraire, un petit truc en plus. C'est plus que ce qu'a inventé le vocabulaire du cinéma, dans le montage, dans la question même de la durée, dans la question de la notion de réalité tout devant. C'est tout ce que développe Deleuze, image-temps, image-mouvement, qui moi m'a si aidé pour faire un petit peu mon système d'atelier d'écriture, tout disposé sur une chaîne un peu continue, linéaire, et puis à chaque fois trouver un réalisateur qui lui s'en moque bien de la pédagogie ou tout ça, mais installer ici son campement. Donc, cette question du cinéma et de la littérature, c'est parce que la littérature, elle a une inertie, elle est lente. Par exemple, la photographie, ça s'invente en 1834, par là, c'est compliqué. Plein d'écrivains dans les décennies suivantes qui font des photos, Nerval, Gautier, Maxime Ducamp, Victor Hugo, et puis pourtant, les premières fois où timidement la photo rentre en littérature, c'est cette fameuse lettre de Rimbaud à sa mère, lui décrivant cette première photo qu'il a faite et qu'il a ratée, qui est toute blanche, et ce qu'elle pourrait voir sur la photo s'il s'était pas trompé dans le fixateur, et puis ensuite les gros coups de boutoir de Marcel Proust. Mais est-ce que Proust parle du cinéma? Ben non, très très peu. Et pourtant, les textes de Kafka sur le cinéma, c'est 1909. Et pourtant, les textes extraordinaires de Blaise Cendrars, confronté à New York en 1911. Et puis, s'interrogeant sur comment, avec les outils littéraires, il peut rendre ça, ce mouvement, ce vacarme, et se met à écrire sur le cinéma. Des textes qu'il reprendra ensuite dans un ensemble qui s'appelle Aujourd'hui, vers 1925-26 et 1926-27, c'est la grande explosion. C'est les textes de Jean Epstein, on en a parlé, c'est les textes qui vont venir de Artaud. Et puis là, Aragon, le surréalisme et le cinéma. Une fois, alors c'est le foutoir, mes vidéos, une fois j'ai parlé de André Breton. André Breton qui, dans un texte assez tardif, revient sur comment, à Nantes, là, pareil, dans les années 30, il pratiquait le cinéma. Alors, évidemment, ça, c'est extraordinaire aussi. Alors, Aragon, 1920, j'ai toujours un sentiment un peu mêlé à Aragon, cet égo gigantesque en soi, ça, c'est pas un crime, mais bon, on étouffe, on disperse, et tout ça, c'est pas là où j'ai ma prédilection. En même temps, nous rejoignent des choses, des sommets, là. Aragon, 1920. Alors, c'est deux textes. Un qui s'appelle Du décor, et un autre qui s'appelle Du sujet. Voilà comment se termine celui du sujet. Si le cinéma veut être un art, il faut qu'il ose autant et aussi loin qu'ont fait les autres arts. Il faut que ce dernier né dépasse ses frères, puisqu'il possède des moyens de réalisation qui ne sont l'apanage d'aucun d'entre eux. Je prêche ici l'audace, avec l'assurance que ma croisade ne sera pas perdue. Rien n'est plus beau ni plus émouvant qu'elle. Je ne méprise rien tant que ces prétendus artistes qui peignent inlassablement des bruyères, parce qu'il y a toujours un public pour les bruyères. Inventez d'autres fleurs, des fleurs impossibles, pour lesquelles il n'y a peut-être pas de public. Mais au moins, vous avez couru un risque, un danger, quand ce ne serait que celui des éclats de rire, du ridicule, de l'opprobre. Le risque seul ennoblit. J'attends avec confiance le poète qui saura le premier soumettre à sa fantaisie les ombres et les lumières mouvantes, et qui me révélera de nouvelles raisons de vivre et quelques aspects inconnus de l'universelle beauté. Vous voyez comme tout ça résonne aussi là dans nos temps de transition avec le numérique. Pas de baratin là-dessus. Du décor. Ce grand démon aux dents blanches, les bras nus, parle sur l'écran une langue inouïe, mais qui est celle de l'amour.
Les hommes de tous les pays l'entendent et s'émeuvent mieux du drame joué devant un mur lyriquement orné d'affiches que de cette tragédie illustre à laquelle nous convie le plus subtil acteur devant le plus fastueux décor. Ici, le trompe-l'œil a fait faillite. Le sentiment nu triomphe, et le cadre doit l'égaler en puissance poétique pour toucher notre cœur. La porte d'un bar qui bat. Et sur sa vitre, les lettres capitales de mots illisibles et merveilleux, ou la vertigineuse façade au milieu de la maison à 30 étages, ou cet étalage enthousiasmant de boîtes de conserve. Quel grand peintre a composé ceci, ou ce comptoir avec l'étagère aux bouteilles qui rend ivre à sa vue. Tout fond si nouveau, malgré 100 redites, qu'il crée une neuve poésie pour les cœurs dignes de vivement sentir, et que devant eux, désormais, pourront se dérouler les 10 ou 12 histoires toujours racontées aux hommes depuis l'invention du feu et de l'amour, sans jamais lasser les sensibilités de ce temps-ci qu'excèdent les crépuscules, les châteaux gothiques et les paysanneries. Assez longtemps, nous avons suivi nos frères aînés sur les cadavres d'autres civilisations. Voici venir le temps de la vie. Nous n'irons plus nous émouvoir à Bayreuth ou à Ravenne avec Barès. Plus beaux nous semblent les noms de Toronto et Minneapolis. Plus beau nous semble... Quelqu'un a parlé de magie moderne. Comment mieux expliquer ce pouvoir surhumain, despotique qu'exercent même ceux qui ne le reconnaissent pas, tels éléments jusqu'ici décriés des gens de goût et qui sont les plus puissants contre les âmes les moins sensibles à l'enchantement des projections. Avant l'apparition du cinématographe, c'est à peine si quelques artistes avaient osé se servir de la fausse harmonie des machines et de l'obsédante beauté des inscriptions commerciales, des affiches, des majuscules évocatrices, des objets vraiment usuels, de tout ce qui chante notre vie, et non point quelque artificielle convention ignorante du corned beef et des boîtes de cirage. Ces courageux précurseurs, qu'ils fussent peintres ou poètes, assistent aujourd'hui à leur propre triomphe, eux qu'un journal ou un paquet de cigarettes savaient émouvoir, quand le public tressaille et communie avec eux devant de tels décors dont ils avaient prédit la beauté. Ils connaissaient cette fascination des hiéroglyphes sur les murs, que l'ange les ait tracés à la fin d'un festin, ou que le destin en ait imposé la hantise ironique sur le chemin d'un héros malheureux. Ces lettres qui vantent un savon valent les caractères des obélisques ou les inscriptions d'un grimoire de sorcellerie. Elles disent la fatalité de l'époque. Nous les avions déjà vues, éléments d'art, chez Picasso, Georges Braque ou Juan Gris. Baudelaire, avant eux, savait le parti qu'on peut tirer d'une enseigne. L'immortel auteur du Bureau, Alfred Jarry, avait utilisé quelques tronçons de cette poésie moderne. Mais seul le cinéma qui parle directement au peuple pouvait imposer ces sources nouvelles de splendeur humaine à une humanité rebelle, à qui cherche son cœur. Il faut ouvrir les yeux devant l'écran. Il faut analyser le sentiment qui nous transporte et raisonner pour découvrir la cause de cette sublimation de nous-mêmes. Quel nouvel attrait trouvons-nous, blasés du théâtre, à cette symphonie en blanc et noir, plus pauvre de moyens, privée du vertige verbal et de la perspective de la scène? Ce n'est pas le spectacle de passions éternellement semblables, ni, comme on eût aimé à le croire, la fidèle reproduction d'une nature que l'agence Cook met à notre portée, mais la magnification de tels objets que, sans l'artifice, notre faible esprit ne pouvait susciter à la vie supérieure de la poésie. La preuve en est du pitoyable ennui des films qui décrochent à l'arsenal miteux des vieilleries poétiques déjà reconnues et patentées les éléments de leur lyrisme, films historiques, films où les amants crèvent de clairs de lune, de montagnes ou d'océans, films exotiques, films nés de toutes les conventions passées,
Tout notre émoi subsiste pour ces chères vieilles aventures américaines qui relatent la vie quotidienne et aussitôt dramatique, une banknote sur laquelle se concentre l'attention, une table où repose un revolver, une bouteille qui deviendrait une arme à l'occasion, un mouchoir révélateur du crime, une machine à écrire qui est l'horizon d'un bureau, la terrible bande des télégrammes qui se déroulent avec des chiffres magiques qui enrichissent ou tuent les banquiers, ce mur quadrillé des loups sur lequel l'homme de bourse en bras de chemise écrivait le cours des valeurs et encore cette machine contre laquelle s'adossait Charlot, pompier. Les enfants, poètes sans être artistes, fixent parfois un objet jusqu'à ce que l'attention le grandisse tant qu'il occupe tout leur champ visuel, prend un aspect mystérieux et perd toute corrélation avec une fin quelconque. Ou il répète inlassablement un mot, tant et si bien qu'il se dépouille de tout sens pour demeurer un vocable poignant et sans but qui parvient à leur tirer des larmes. De même, à l'écran se transforme au point d'endosser de menaçantes ou énigmatiques significations. Ces objets qui tout à l'heure étaient des meubles ou des carnets à souche. Le théâtre est impuissant à pareille concentration émotive. Doté d'une valeur poétique, ce qui n'en possédait pas encore. Restreindre à volonté le champ objectif pour intensifier l'expression, voilà deux propriétés qui contribuent à faire du décor cinématographique le cadre adéquat de la beauté moderne. Si le cinéma à cette heure ne se montre pas toujours le puissant évocateur qu'il pourrait être, les meilleurs si le cinéma à cette heure ne se montre pas toujours le puissant évocateur qu'il pourrait être, même dans ces films américains, les meilleurs qui permettent de dégager une poésie de l'écran du fatras des adaptations théâtrales, c'est que les metteurs en scène, parfois avec le sentiment aigu de sa beauté, n'en connaissent pas les conditions philosophiques. Je voudrais qu'un metteur en scène fût un poète et un philosophe, mais aussi le spectateur qui juge son œuvre. Pour goûter pleinement, par exemple, Charlot musicien, je crois indispensable de connaître et d'aimer les tableaux de l'époque bleue de Picasso, où des arlequins aux hanches maigres regardent se peigner des femmes trop droites, d'avoir lu Kant et Nietzsche, et de se croire un cœur plus haut que celui de tous les hommes. Vous perdrez votre temps à voir mon gentilhomme batailleur si vous n'avez d'abord lu la philosophie de l'ameublement d'Edgar Allan Poe, et sans connaître les aventures d'Arthur Gordon Pym. Quel plaisir des yeux prend-on au naufrage de l'Alden Bess. Je pars chercher tous ces titres, probablement que sur YouTube on les trouve. Il faut avoir regardé ainsi à travers une esthétique mille films imparfaits, ça c'est important. Question là de l'imperfection en temps de transition. Ça, je pense que ça nous prend là de plein fouet sur nos expérimentations, sur le goût et le risque d'expérimenter, plutôt que de faire la énième rentrée littéraire et de dire Facebook, c'est pour les... Et là, il y a de la cogne là-dedans, tu vois. Il faut avoir regardé ainsi à travers une esthétique mille films imparfaits, et seulement alors chercher à en extraire les beautés, éléments de synthèse pour une mise en scène meilleure. Le cinéma, seule école de cinéma. Ça aussi, ça rejoint ce que disait Jonas Mekas, par exemple. Méditez ce programme. Le cinéma, seule école de cinéma. Méditez ce programme. C'est là que vous trouverez les matériaux utiles, mais à condition de les discerner. Cette nouveauté n'est pas si présomptueuse. Charlie Chaplin remplit les conditions que je voudrais voir exigées. S'il vous faut un modèle, inspirez-vous de lui. Seul, on est en 1920, seul il a cherché le sens intime, le mot intime qui vient après imperfection, du cinéma, et toujours persévérant dans ses tentatives. Ça marche pas, c'est pas assez, c'est pas loin. Même les possibilités techniques changent. Tu recommences. Tu recommences.
Persévérant dans cette tentative, il a poussé le comique jusqu'à l'absurde, jusqu'au tragique, avec une veine égale. Le décor dont Charlot groupe les éléments autour de son personnage participe intimement à l'action. Rien n'y demeure inutile et rien n'en est indispensable. Le décor, c'est la vision même du monde par Charlot, avec la découverte de la mécanique et ses lois, qui hante le héros à tel point que par une inversion des valeurs, tout objet inanimé lui devient un être vivant, toute personne humaine un mannequin dont il faut chercher la manivelle. Drame ou comédie au gré du spectateur, l'action se borne à la lutte entre le monde extérieur et l'homme. Tout ce vocabulaire-là qui se met en place, ça, c'est pas la question de proclamation, un truc comme ça. Tu parles du décor, tu installes des choses dans le décor, et tu t'aperçois que c'est plus exactement comme tu étais avant. Alors à ce moment-là, toi, tu continues. La vieille tâche, obstinée, t'écris, mais on n'est plus dans le même. Drame ou comédie au gré du spectateur, l'action se borne à la lutte entre le monde extérieur et l'homme. Celui-ci cherche à percer les apparences, se laisse tour à tour berner par elles, et déchaîne de ce fait 1000 cataclysmes sociaux, conséquences de quelques changements du décor. Je demande qu'on étudie la composition du décor dans un Charlot. Que le cinéma prenne garde. Il doit être dépouillé de tout ce qui est verbal. Là, on retrouve les textes d'Artaud et Dreyer sur le muet au temps de son Jeanne d'Arc. Mais l'art, ici, doit suppléer à la parole. Et c'est quelque chose de plus que la représentation exacte de la vie. C'est sa transposition suivant une sensibilité supérieure. Déjà le cinéma, maître de toutes ces déformations, a timidement essayé ce procédé qui a séduit tous nos grands peintres depuis Ingres. Un esprit indépendant s'est fait son défenseur dans d'audacieux projets, irréalisés encore. C'est comme la littérature aussi, cette question de ce qui n'a pas encore été réalisé existe déjà esthétiquement. Au moins, vous permet de le suivre dans la tête, et si vous n'avez pas ce non réalisé, comment vous travaillez là dans l'immédiat? Moi, c'est toutes ces choses-là là, qui se brassent là aussi dans notre dictionnaire, là, ou les conversations qu'on a sur Patreon. Le cinéma tend trop à demeurer une succession rapide de photographies. Si je ne me trompe pas, le mot « image » n'a pas été encore prononcé. Le cinéma comme succession rapide de photographies, là encore, historiquement, même techniquement, on n'est plus dans forcément cette idée-là. N'empêche que c'est la base. Là, je suis en 25 images secondes. C'est le seul moyen d'obtenir que ce soit du vrai, là. Le cinéma tend trop à demeurer une succession rapide de photographies. L'idéal cinégraphique, j'aime beaucoup ce mot, cinégraphique, n'est pas le beau cliché. Aussi condamnerais-je l'idéal cinégraphique n'est pas le beau cliché. Aussi condamnerais-je violemment ces films italiens qui ont eu leur heure de vogue, mais dont nous sentons aujourd'hui la non-valeur poétique, la nullité exaltatrice. Je ne sais pas de quoi il parle. Réclamer des metteurs en scène qu'ils aient une esthétique et un sentiment de la beauté, ce n'est pas assez. Nous piétinerions, et le temps dépasserait qui ne saurait le suivre. Il leur faut une esthétique audacieuse, neuve, et le sentiment de la beauté moderne. Merci Rimbaud, c'était dingue de Rimbaud à ce moment-là. C'est en 1925 que Breton produira la première édition complète de Rimbaud. À cette condition, le cinéma s'affranchira de tous les alliages hétéroclites, impurs et funestes, qu'il apparit au théâtre dont il est l'irréductible ennemi. Et paf, prends ça dans ton bec. Il est indispensable que le cinéma prenne une place dans les préoccupations des avant-gardes artistiques. Et là, ça redevient pour nous. Elle possède des décorateurs, des peintres, des sculpteurs. C'est à eux qu'il faut faire appel si l'on veut ramener quelque pureté dans l'art du mouvement et de la lumière. Ramener quelque pureté dans l'art du mouvement et de la lumière. Le mot pureté est singulier ici.
On veut s'en remettre à des académiciens, des acteurs arrivés. C'est folie, anachronisme. T'inquiète mon gars, 100 ans pile. Bah ouais, 1920, 2020, il a 100 ans ce texte. C'est folie, anachronisme. Ils sont pourtant toujours là, les académiciens. Cet art est trop profondément de ce temps pour confier son avenir aux hommes d'hier. Ouais, c'est toujours un petit peu dangereux ça, tu vois. Par exemple, quand t'enseignes aux jeunes têtes d'une école d'art, ben, t'es content de le faire. Mais les hommes d'hier, ils en ont peut-être des fois encore un peu sous le capot. C'est compliqué. Cherchez en avant ses soutiens. Ouais, mais c'est un mec de 25 ans qui écrit, on ne peut pas lui en vouloir. Ne craignez pas de heurter le public qui jusqu'ici vous a mené. Bon, on est en plein dada. Hein. Je sais que ceux à qui cette tâche incombera devront s'attendre à l'incompréhension. Je sais que ceux à qui cette tâche incombera devront s'attendre à l'incompréhension, au mépris, à la haine. Le coup du génie maudit, du pionnier. Bon, ça on le fait tout le temps, mais c'est peut-être pas non plus le plus solide par rapport à ce qu'il vient de nous dire. Je n'ai jamais entendu le public que rigoler au cinéma. Kafka, lui, dit qu'au cinéma, il pleure. Et en plus, c'est Charlot aussi qui parle. Il est temps qu'on le fouette au visage pour savoir s'il a du sang sous la peau. Et ça, par contre, là... Il manque encore au cinéma la consécration des sifflets pour avoir la considération des gens de cœur. Procurez-la lui, qu'enfin apparaisse la pureté qui attire les crachats. C'est pour ça qu'il avait mis son pureté. Il armait son cou pour qu'arrivent dessus les crachats. Quand devant l'écran nu de projection, sous la lumière seule de la lanterne, aurons-nous ce sentiment de la virginité redoutable ? Le blanc souci de notre toile. Ô pureté, pureté. Voilà comment parler du cinéma, par le décor, par le sujet, par théâtre, représentation, parole, sans jamais le mot image. Étrange aussi que là, Blaise Sandrard, le Panama, il fait des critiques... comment il appelle ça ? Des critiques synthétiques. Donc il connaît Sandrard, Giraudoux, Jacob. Voilà, on va dire au revoir à Aragon. Mais ce petit crochet là sur 3 vidéos, pour moi c'était une des pièces là dans ce grand puzzle bizarre qui s'ébauche avec 2000 vidéos.